fiasco, complot ou trahison par rapport à cette motion de censure avortée? Ça nous montre encore une fois le vrai visage de tous ces partis qui ne sont pas encore mûrs, à mon avis. Le plan Maroc vert devait offrir justement, même en cas de pénurie d'eau, à offrir tous les moyens pour que les éleveurs puissent continuer à exercer leur métier. Est-ce qu'il y a une motion de censure qui soit mise en place? Est-ce que c'est un échec total de l'opposition? Il faut absolument que cette façon de mélanger la politique et les affaires, on doit y mettre fin. Est-ce que le patron du RNI, Aziz Akhnouch, dans cette séquence de motion de censure, s'est avéré être un fin tacticien ou technicien politique? Aziz Akhnouch est un mauvais politicien. Il a une chance inouïe, c'est d'avoir une opposition qui est encore plus mauvaise que lui. Bienvenue, Rachid Boufouz. Merci. Toujours un plaisir de débattre avec vous. Rachid Boufouz, je rappelle, vous êtes écrivain et observateur politique. On parlera également de votre dernier opus, dernier ouvrage, Petites et grandes histoires du Maroc, tome 2, édition Le Fennec. Mais on va se concentrer d'abord sur l'actualité politique, j'allais dire, qui est dominante, cette motion de censure qui a avorté. Est-ce que c'est un fiasco, un complot ou une trahison politique, avec un point d'interrogation? Vous, l'intellectuel et l'écrivain, comment vous percevez ça? Pour moi, c'est d'abord un combat de lilliputien, de partis qui n'ont plus une représentativité importante au Parlement, qui essayent aujourd'hui de contrer le gouvernement. L'idée de base, savoir la motion de censure, était une bonne idée, parce qu'encore une fois, il fallait questionner le gouvernement sur un certain nombre de dossiers, notamment sur les subventions qui ont été apportées à certains éleveurs, etc. C'était aussi peut-être l'occasion de discuter de ce qui se passe aujourd'hui de manière dramatique dans l'université, avec la vente de ces diplômes. C'était aussi l'occasion de parler de la situation économique, de la cherté de la vie, des Est-ce qu'il y avait nécessairement besoin, Rachid Boufouz, d'une motion de censure pour cela? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, l'opposition rassemblée, la motion de censure, c'était pas pour faire tomber le gouvernement. Oui. Il y a certaines mauvaises langues diront que cette motion de censure avortée, c'est plutôt l'opposition qui est tombée. Mais est-ce qu'il fallait nécessairement une motion de censure pour interpeller l'exécutif et le chef de l'exécutif sur tous ces sujets-là? Si vous vous rappelez, avant cela, il devait y avoir une commission d'enquête parlementaire parlementaire sur la question des subventions aux produits, donc des ovins et bovins. Des ovins et des bovins. Donc cette commission d'enquête a été avortée. Oui, mais là c'est parce qu'il ne rassemblait pas le quota de plus de 130 députés. Tout à fait. Donc l'opposition n'a trouvé que ce moyen qui est légitime, qui rentre dans les prérogatives quand les parlementaires, donc sur l'exercice du contrôle du gouvernement. Et la motion de censure permet justement le questionnement donc du gouvernement, et pour apporter un certain nombre de réponses. Bien sûr, ils ne sont pas en majorité pour faire tomber le gouvernement, parce qu'en général, c'est pour ça qu'on fait une motion de censure, pour enlever la confiance donc au gouvernement. Mais c'était l'occasion, on le fait dans toutes les démocraties, de questionner le gouvernement sur des sujets donc qu'il ne veut pas aborder. Voilà. Qu'il ne veut pas aborder, comme par exemple cette affaire des licences qui ont été attribuées pour l'importation de ovins et de bovins. Bien sûr, parce qu'encore une fois, il est anormal que depuis une vingtaine d'années, on nous a lancé un programme intitulé Maroc vert, dont le ministre de l'Agriculture est l'actuel chef du gouvernement. Ça devait offrir l'autosuffisance dans tous les produits agricoles, mais aussi dans l'élevage. On se retrouve encore une fois, on me dira qu'il y a eu des années répétitives de sécheresse, etc. Mais le programme le plan Maroc vert devait offrir justement, même en cas de pénurie d'eau, offrir tous les moyens pour que les éleveurs puissent continuer à exercer leur métier au Maroc et à offrir donc cette marchandise en quantité. Et on se retrouve encore une fois qu'il y a un problème d'organisation de ces marchés, notamment sur le dénombrement du nombre de têtes de cheptel, parce qu'il est déclaratif.
C'était le ministère de l'Agriculture principalement qui pilotait cela. Apparemment, les gens n'ont pas déclaré les bons chiffres, ce qui a amené le chef de l'État donc à décréter l'annulation de l'Aïd el-Kibir, ce qui porte une atteinte assez importante à tous les éleveurs. Et apparemment, il n'y a pas autant de pénurie qu'on le pense, mais il y avait de fausses déclarations. C'est pour ça que lors du dernier Conseil des ministres, maintenant le dénombrement a été confié au ministère de l'Intérieur, qui est aujourd'hui seul capable de donner des chiffres sincères, d'avoir une réalité qui soit une réalité. Et à partir de là, donner les moyens, l'exécutif d'agir en conséquence. Rachid Boufous, donc le fiasco, complot ou trahison par rapport à cette motion de censure avortée. On voit bien, vous avez vu comme moi, les prises de parole des uns et des autres. Le seul qui est resté silencieux à ce jour, c'est le secrétaire général du mouvement populaire, c'est Mohamed Ouzine. Mais le PPS s'est exprimé, le PJD s'est exprimé, l'USFP, qui est mis en cause par les partis de l'opposition, s'est également exprimé pour justifier le rejet et son retrait plutôt de cette initiative. Est-ce que tout ça fait désordre ? D'une part, d'un point de vue politique, et quelque part aussi, est-ce que ça ne renforce pas la position politique, la stature politique du chef de gouvernement, mais surtout patron du RNI, qui aurait pu se retrouver en difficulté. Certains, ça va être un peu compliqué pour lui, parce qu'il va devoir se rendre au perchoir, et s'expliquer que du coup, est-ce que c'est pas non plus un coup de maître politique de Aziz Akhannouch ? Je pense que le chef du gouvernement n'a pas fait grand-chose. Il a laissé justement les partis de l'opposition se chamailler. C'est pour ça que j'ai dit au début de cette intervention que c'était un combat de lilliputiens, au fait de gens qui se battent pour qui va prendre la parole en premier, qui va annoncer cette motion de censure. Ça dénote donc un manque de maturité des partis de l'opposition, parce qu'encore une fois, on s'y dispute pour prendre le micro, mais on oublie l'essentiel, c'est de questionner le gouvernement sur ces questions qui sont très sérieuses et qui dans l'opinion publique, demandent aujourd'hui des clarifications. Le gouvernement ne communique pas, il se tait. Il laisse les partis se disputer autour donc de cette motion de censure. De ce fait, ce silence est assez intelligent, hein, il ne prend pas parti, il les laisse se chamailler, et ça nous montre encore une fois le vrai visage de tous ces partis qui ne sont pas encore mûrs à mon avis, ou qui ont perdu en maturité, parce qu'encore une fois, quand on voit l'USFP, qui est quand même un parti historique au Maroc, démarrer avec cette motion de censure, l'exiger, enfin la demander et après revenir à la dernière minute, les accusations qui lui sont portées aujourd'hui par le PJD à travers ces Azami qui l'accusent justement d'avoir marchandé, d'avoir dealé, c'est ça, un deal politique avec le gouvernement. Alors on a besoin d'une clarification, non seulement donc des autres membres de l'opposition. Je pense que certains en parlaient, notamment Sibn Abdallah, mais Ouzine doit absolument doit parler. Mais aussi c'est Jgar, même s'il y a eu un communiqué donc le 16 mai de l'USFP. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, pour que ces partis gardent encore le peu de crédibilité qu'ils ont vis-à-vis donc de l'électorat, à ce qu'ils apportent des clarifications claires à l'opinion publique. Nous sommes à un an et demi des prochaines élections législatives. Il serait quand même malheureux de donner aujourd'hui une image de division, une image. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que se dire aujourd'hui, quand on a échoué, la pratique de la politique, quand on a échoué à ce qu'il y ait une motion de censure qui soit mise en place, est-ce que c'est un échec total de l'opposition et jusqu'en 2026, et que quelque part certains font la lecture, Aziz Akhannouch est en roue libre jusqu'en 2026, parce qu'il n'y a plus personne. Et il n'y a plus rien, en fait, qui peut l'empêcher, de continuer à diriger et à piloter les politiques publiques, et que même s'il y a tout un brouhaha avec ces attributions de licences d'importation de ovins ou de bovins, ou plus récemment sur l'attribution d'un marché concernant l'élevage de poissons, il y a beaucoup de choses qui sont commentées sur les réseaux sociaux, mais que fondamentalement, le taux de chômage qui est élevé, qui reste un niveau extrêmement élevé, et la cherté de la vie, on se retrouve aujourd'hui à commenter, nous-mêmes d'ailleurs, en tant que médias, une motion de censure avortée avec des partis de l'opposition qui sont chamaillés. J'ai toujours combattu dans mes écrits le libéralisme sauvage qui sévit
au Maroc à force de ne pas réglementer les secteurs. C'est-à-dire quand on ouvre tous les marchés à toutes les influences. C'est-à-dire à l'offre et à la demande. Sans contrôle. Oui. D'accord. On se retrouve devant les problèmes ici. Alors que nous avons des institutions qui sont importantes, comme le Conseil de la concurrence. Nous pouvons aujourd'hui, nous avons des lois qui sont très claires, notamment sur la fixation des prix quand ils atteignent un certain seuil. Fixation des prix lorsque les prix sont subventionnés. Attention, hein. Ça fait 10 ans qu'il y a une loi aujourd'hui qui prend l'offre et la demande. D'ailleurs, le président du Conseil de la concurrence a répété à plusieurs reprises que eux n'intervenaient pas sur les prix. Par contre, sur les positions dominantes, éventuellement dans les secteurs d'activité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser le marché s'autoréguler tout seul entre l'offre et la demande. Il faut qu'à un certain moment, sur certains produits, je dis bien, qu'il y ait une régulation donc de cette offre et de la demande et sur cette fixation des prix. Notamment sur cette question d'ovins et de bovins, notamment à l'approche de l'Aïd el-Kibir. C'est-à-dire, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est que cette fête, elle est là une fois par an. Et chaque année, nous nous trouvons devant des drames incroyables parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce sont les classes moyennes et les classes inférieures qui tiennent absolument donc à fêter donc cette fête religieuse, donc en acquérant donc des moutons à des prix qui sont exorbitants. Moi, je propose à ce que dans chaque région, d'accord, qu'il y ait des fixations de prix en fonction de la qualité, donc de la disponibilité, de la qualité du bétail, etc. Et surtout sur les prix pour qu'il y ait au moins un prix universel dans chaque région garanti, donc un prix au kilo, garanti aux populations afin qu'ils puissent acquérir justement ce mouton. Alors vous avez vu que lorsque le chef de l'État, Sa Majesté, le roi, a annulé a recommandé de ne pas sacrifier l'annulation. Enfin, il n'a pas annulé, mais il a recommandé l'annulation pour des questions justement de préservation des cheptels. Le prix a baissé de 50%, ce qui est anormal. Ça veut dire que le prix qui était annoncé justement par les vendeurs était surfait. Est-ce que c'est normal le prix aujourd'hui qui est en hausse? Parce que valeur aujourd'hui, ça c'était au lendemain effectivement de l'annonce du chef de l'État, de la plus haute autorité de l'État. Sauf qu'aujourd'hui, les prix on va dire à peu près 3 semaines, voilà, sont restent élevés. Est-ce que quelque part, Rachid Boufouz, alors c'est se dire, est-ce que c'est la demande qui est irresponsable? C'est-à-dire que vous avez fait référence à l'offre et la demande, donc à plus de régulation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, se dire, il y a une demande qui doit être beaucoup plus responsable qu'elle ne l'est aujourd'hui, surtout après que le chef de l'État ait recommandé de ne pas fêter cette fête du sacrifice et du mouton. La demande, elle est là. Ouais. Elle est constante, elle est légèrement en hausse d'année en année, mais elle tourne aux alentours de 4,5 millions de têtes, donc de moutons, de bovins et d'ovins qui sont sacrifiés lors de la fête de l'Aïd. Donc nous connaissons. Aujourd'hui, la demande, elle est là. L'offre, bien sûr, elle est variable en fonction donc des années de sécheresse, mais aussi en fonction des fourrages qui sont subventionnés ou pas, et puis des années de sécheresse, parce qu'il faut pas oublier que la majorité donc de ce bétail, les gens ils sont sur de grands parcours pastoraux à travers le royaume, pour l'élevage, etc. Et donc souvent quand il n'y a pas de pluie, l'État effectivement il subventionne le prix du fourrage. Moi, je pense que même à l'approche de cette fête de l'Aïd, puisqu'elle est récurrente de toutes les façons, elle va pas disparaître, elle revient chaque année. Donc je pense qu'il faut même au-delà de ça fortement subventionner les fourrages, quitte à aller carrément les offrir aux éleveurs pour qu'ils puissent aussi maintenir les races bovines et ovines marocaines, qui sont très 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 prisées, et ne pas forcément avoir recours à la solution de facilité, à savoir importer donc des ovins. Même si ça coûte moins cher, même si l'importation coûte moins cher. Même si ça coûte moins cher, moi je pense que toujours. On peut pas avoir une pensée pour le pouvoir d'achat. Vous avez fait référence au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Encourager une filière nationale dans tout ce qui est élevage, d'accord. Mettre à niveau, bien sûr, les conditions dans lesquelles sont sacrifiés ces ovins aussi, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui assister dans les villes à des sacrifices un peu n'importe lesquels, le ramassage des peaux, etc. Toutes ces choses-là, les autorités derrière font énormément de travail, les sociétés de nettoyage aussi, etc. Je pense qu'il faut à un moment organiser donc toutes ces cérémonies autour du sacrifice, et le plus important, ça serait de subventionner donc ce prix
donc au kilo de viande. Donc, il faut qu'il soit accessible. Il faut jamais qu'il dépasse les 30 à Ça, 40 dirhams le kilo, quitte à ce qu'ils mettent de l'argent là-dedans plutôt que de le donner à certains gros éleveurs. On ne le donne pas aux petits éleveurs, mais il faut un prix garanti, quitte même à faire des centrales d'achat régionales qui permettent aux gens d'aller acheter. Tout ça, ça fait beaucoup de lourdeur. Ça demande en fait à l'État de prendre en charge. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Oui. L'État a organisé un certain nombre de centres régionaux pour tous les denrées de base, etc. Il peut aussi le faire pour ça. Et le ministre de l'Intérieur a annoncé aussi la réforme des souks et des marchés, donc de gros et des marchés de détail à travers le Maroc. Je pense qu'il y a de belles choses à faire dans l'avenir pour organiser tous ces circuits de distribution. On va revenir, Rachid Boufous, à l'offre et la demande, pas au niveau forcément alimentaire, mais au niveau politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est là et qui exclut définitivement jusqu'en au moins 2026 l'opposition politique? On se dit voilà, Aziz Akhannouch, patron du RNI, a réussi ou aurait réussi sans le vouloir ou sans avoir agi, en tout cas à faire avorter la motion de censure. Vous l'avez vu comme moi dimanche, il était à Agadir, dans sa région natale. Oui. Il est allé rendre visite d'ailleurs à des artistes en herbe. Donc il s'est baladé, il a salué les œuvres des uns et des autres. Donc d'un côté on a un patron du RNI totalement détendu qu'on a vu ce week-end. Et d'un autre côté, les chefs de parti de l'opposition, en tout cas ceux qui sont visibles et audibles, s'écharper et s'étriper. Donc voilà, est-ce que là-dessus, on n'a pas aujourd'hui une photographie politique qui est claire? Justement, ce que je remarque, c'est le chef du gouvernement a changé de politique de communication. Il ne parle plus souvent. Il fait l'économie du discours. Ça l'aide justement. Il est plus efficace dans sa visibilité, justement parce que trop de communication tue la communication. C'est ce qu'on dit souvent. Et donc aujourd'hui, il est serein parce qu'en face de lui, il a une opposition qui est faible. Est-ce qu'il n'a plus rien aujourd'hui aussi? Il a une opposition cacophonique, surtout, qui parle dans tous les sens pour cacophonique, pas cacophonique. Qui parle beaucoup pour ne rien dire. On n'est pas sur des sujets, c'est-à-dire de sociétés structurants sur lesquels on doit débattre. On est en train de parler donc de même si l'histoire des ovins est une une question importante, mais ce n'est pas la plus importante dans une économie marocaine qui est face à des changements mondiaux. Dans toutes les, on a vu aujourd'hui avec l'arrivée de Trump toutes les conséquences économiques. On doit absolument réfléchir aujourd'hui sur la position du Maroc au niveau international. On doit penser aussi à la position du Maroc dans sa zone régionale, au niveau de l'Afrique. On voit des bouleversements aujourd'hui. On a remarqué la dernière reconnaissance donc du Kenya, donc qui était un ennemi farouche à la reconnaissance donc de la marocanité du Sahara, qui vient de franchir hier un grand pas. Vont certainement suivre d'autres pays de l'Afrique de l'Est avec lesquels nous avions beaucoup de soucis. Donc nous sommes aux portes de beaucoup de bouleversements. Dans les prochaines années, on sera certainement amené à mettre en place le plan d'autonomie au Sahara. Nous devons discuter de toutes ces questions aujourd'hui sur le plan politique. Et malheureusement, on se retrouve avec des combats de coq entre les leaders politiques à celui qui devrait prendre la parole devant le gouvernement et être justement devant l'opinion publique comme celui qui pilote l'opposition. C'est pas ça qu'on attend du patron du RNI, Aziz Akhannouch. Est-ce que le patron du RNI, Aziz Akhannouch, dans cette séquence de motion de censure, s'est avéré être un fin tacticien ou technicien politique? Non, pas du tout. En toute objectivité. Pas du tout. Aziz Akhannouch est un mauvais politicien. Il a une chance inouïe, c'est d'avoir une opposition qui est encore plus mauvaise que lui, que ce soit en matière donc de réflexion qu'en matière de proposition. Donc aujourd'hui, ce que je vois, qu'il y a une absence totale de débat politique. Nous sommes face à une classe politique, c'est-à-dire c'est devant une classe politique qui est totalement atone, qui ne propose pas grand-chose. Le gouvernement lui-même qui doit réformer un certain nombre de secteurs en fait l'impasse, d'accord. On ne peut pas encore une fois avoir un chef de gouvernement qui est
lui-même l'un des principaux bénéficiaires justement de ce qui se passe sur le marché des carburants et du marché donc des pétroles, enfin donc du carburant. Il faut absolument que cette façon de mélanger la politique et les affaires, on doit y mettre fin. D'accord, il faut choisir son camp. Vous avez fait référence à des institutions qui existent là-dessus. C'est cela. Je crois que le Conseil de la concurrence doit à nouveau statuer sur le marché des hydrocarbures. Justement. Concernant les prix pratiqués à la pompe. Nous attendons toujours le remboursement des fameux 17 milliards qui ont été pris indûment par les distributeurs de carburant. Quand on se retrouve aujourd'hui, parce que ça, effectivement, c'est beaucoup de reproches, des choses qui ont été exprimées à l'encontre du patron du RNI, mais si on regarde un peu l'opposition aujourd'hui. Oui. Donc vous dites, mais en fait, l'opposition est encore plus mauvaise que lui. Bien sûr. Politiquement parlant. L'opposition ne sait pas communiquer, l'opposition ne sait pas proposer, l'opposition, malheureusement, elle se chamaille donc entre elles, au lieu de sortir avec des propositions de loi, avec des débats publics intéressants, justement pour que les gens reprennent confiance dans la classe politique. Certains intellectuels, politologues, ont exprimé le souhait, peut-être le vœu aussi, que par rapport à cette échéance de 2026, que vous avez située effectivement à 14-15 mois, donc perspective aussi bien sûr 2030, mais l'élection se déroulera, en tout cas initialement ce qui est prévu en 2026, élection législative, c'est qu'il y ait un gouvernement qui soit plus ramassé, où on fasse un peu moins de politique, mais qu'on travaille un petit peu plus dans la perspective de fixer le Maroc dans les radars 20-2030 et surtout donner des perspectives au plus grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Est-ce que vous vous dites, voilà, aujourd'hui, parce que un gouvernement atone, c'est pas la première fois qu'on entend les observateurs avertis, déclarer et exprimer le fait qu'on a un gouvernement qui est atone. Il y a eu des précédents gouvernements où c'était aussi le même diagnostic qui était fait par certains. Donc, vous avez, voilà, par rapport à ces échéances et échéanciers, vous avez fait référence à l'intégrité territoriale et la nouvelle position qui n'était pas forcément acquise du Kenya. Donc, il y a de vrais sujets pour le Maroc. 2026, 2030. Est-ce que là, se dire, voilà, bon, on va pas continuer non plus à avoir cette classe politique et toujours à proposer à nos concitoyens des observations et des qualificatifs d'impuissance politique, brouhaha, inaudible. Donc, c'est, voilà, en fait, on va reprendre les choses en main et d'avoir un gouvernement ramassé, d'union qui soit là et qui soit mis en place pour appréhender les échéances. Depuis un mois, on voit que les esprits politiques s'échauffent. Je pense que la campagne électorale est partie. Maintenant, c'est ce qui s'exprime par cette effervescence. Aujourd'hui, tout le monde veut prendre le micro. Alors, pendant les 2 dernières années, on n'a pas entendu grand monde autour de toutes ces questions. On parle beaucoup aujourd'hui du gouvernement du mondial, 2026 jusqu'en 2030, fin 2031, qui va le présider. Je pense que Aziz Akhnouch aura plus de fil à retordre avec ses compagnons de la majorité, notamment le PAM et l'Istiqlal, qu'avec l'opposition qui est aujourd'hui pratiquement inexistante. Et donc, qui va prendre ce gouvernement? Moi, je pense que il faut réfléchir autrement parce que, encore une fois, il y a cette échéance effectivement de 2030. On a déjà vu Sa Majesté lancer un certain nombre de grands projets, donc d'infrastructures pour accueillir dans les meilleures conditions cet événement mondial. Nous aurons certainement dans les prochaines années, dans les 3 ou 4 prochaines années, à nous déterminer par rapport au plan d'autonomie, parce qu'on sera certainement amené par les Nations Unies, mais aussi par les grandes puissances, à mettre en œuvre ce plan d'autonomie. La feuille de route. Et là, c'est un autre sujet. Il faut absolument qu'il Raison de plus, peut-être pour avoir il faut qu'il y ait une union nationale. Ouais. À mon avis, il faudrait qu'en 2026, qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, qu'il aille jusqu'en 2031. Parce qu'encore une fois, cette question d'autonomie est une question très importante parce qu'elle préfigure un changement de la Constitution. Vu sur le plan d'autonomie que nous avons présenté déjà en 2007, donc il y a un certain nombre de dispositions qui devront changer et nous devons absolument être tous donc sur le pont autour de Sa Majesté le Roi pour faire réussir justement non seulement certainement les négociations qui vont avoir entre les parties, mais aussi pour mettre en place ce plan d'autonomie qui est très important, qui va bouleverser aussi donc même la physionomie du Maroc, parce que c'est la première fois on aura un certain nombre de déconcentrations donc de pouvoirs centraux vers les régions. Donc on parle aussi, il va falloir aussi dans le même sillage mettre en œuvre
le plan de la régionalisation avancée, parce qu'on ne peut pas simplement donner l'autonomie aux provinces du Sahara, mais oublier aussi les autres régions. Il va falloir aussi déconcentrer certaines prérogatives centrales vers les régions. C'est ce qui est porté dans le plan de la régionalisation avancée. Donc, pour un meilleur développement. Donc, il y a beaucoup Moi, j'ai toujours milité pour que les régions prennent en main leur destin. Est-ce que ça veut dire, Rachid Boufou, c'est à l'architecte, je m'adresse parce que vous êtes en train de dessiner une architecture politique pour les prochaines années. Tout à fait. Rachid Boufou, ça veut dire qu'en fait, on va mettre aussi, il faudra nécessairement mettre entre parenthèses tout ce qui est avancée démocratique d'un point de vue politique. Oui. Est-ce que c'est ça en fait le prix à payer? J'ai toujours pensé que l'avancée de la démocratie au Maroc, l'avancée du Maroc en tant que nouvelle puissance, tant régionale que dans les radars mondiaux, il faut absolument renforcer la prise de décision au niveau local, notamment au niveau régional. Moi, j'ai toujours cru dans la régionalisation avancée. J'ai toujours milité à ce que l'État déconcentre toutes ses prérogatives, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient de police, qu'elles soient d'un certain nombre de prérogatives vers les régions pour permettre notamment aux régions de non seulement de contracter des gens pour travailler chez eux, notamment des instituteurs, notamment des médecins, notamment pour que la région puisse contracter. Donc, avec ces gens, ramener les meilleures compétences vers elle et pouvoir encore une fois être maîtresse de son destin au lieu d'attendre à chaque fois qu'on lui verse quelques milliards de dirhams. Cette architecture que vous dessinez, Rachid Boufou, de la région. Est-ce que ça veut dire aussi que les partis politiques, ça va être de plus en plus compliqué pour eux, pour recruter effectivement, pour avoir déjà pour dynamiser en interne les organisations politiques? Vous dites voilà, les prochaines années, c'est un gouvernement d'union, c'est des sujets qui sont sur la table, notamment la matérialisation de la feuille de route en matière de régionalisation et d'autonomie des provinces du Sud, qu'il faudra aussi modéliser ou superposer à d'autres régions du pays pour qu'il y ait une dynamique territoriale qui soit globale. Donc ça veut dire aussi que nécessairement des partis politiques qui ont moins de prise sur la chose publique au niveau décisionnel, et ça veut peut-être dire aussi par rapport aux nouvelles générations que c'est pas forcément vers la politique et vers les partis politiques qu'il faut se diriger. Alors, à la fin de cette année, nous allons fêter les 70 ans de l'indépendance du Maroc. Et depuis cette indépendance, notamment vers fin 55, début 56, et l'installation de nouvelles institutions démocratiques au Maroc, nous avons fait le choix donc de la démocratie et du pluralisme politique. Malheureusement, les partis depuis l'indépendance n'ont jamais, quelle que soit leur couleur, n'ont jamais encadré plus de 30 à 35% de l'ensemble du corps électoral. Ça, il faut le dire. Ça veut dire qu'il y a toujours eu un problème d'encadrement de la population par les partis. Autant le parti de l'Istiqlal, le parti de l'UNFP, dans les premières années de l'indépendance, faisait cet encadrement. Hizb al-Istiqlal l'a fait pendant un certain nombre d'années, jusqu'aux années 70, etc. Puis tout ça s'est délité. Les autres partis ne le font pas. Hein. Ils ne font que des réunions épisodiques de temps en temps avec leurs militants. L'encadrement de la population par les partis est très important parce qu'il permet justement la mission première, que les gens prennent conscience des vrais sujets. Des vrais sujets de société. Ça a complètement disparu à partir des années 80, des années 90. Aujourd'hui, on est à, je pense qu'on est même moins de 20% d'encadrement de la population. Donc, et nous, ce que nous remarquons encore une fois, c'est le taux d'abstention qui augmente de plus en plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Marocain a perdu toute confiance donc dans les partis politiques. Ça ne veut pas dire que les partis politiques sont inutiles. Bien au contraire, je pense qu'ils refusent encore une fois de faire un travail sur eux-mêmes, hein, de virer un peu les dinosaures, de virer les personnes qui n'ont rien à faire dans les partis, de ramener de Certains vous diraient que c'est pas simple de faire partie, d'encourager en tout cas et de ramener de nouvelles têtes et de franchir un nouveau pas dans le discours politique et de s'éloigner de toutes les rhétoriques stériles qui n'apportent rien dans le débat politique et de ramener de plus en plus de gens parce qu'encore une fois les gens fuient la politique. La thématique d'aujourd'hui, motion de censure avortée, 1, fiasco, 2, complot, 3, trahison. Qu'est-ce que vous choisiriez comme terme et comme qualificatif le plus approprié? Fiasco, complot ou trahison? Quand je dis bien trahison, c'est trahison politique. Même pas. Moi, ni l'un ni l'autre, parce qu'encore une fois, le sujet n'est pas très, n'avait pas une importance si grave que cela pour qu'on puisse parler de tous ces qualificatifs. Moi, je dirais beaucoup plus c'est de la cacophonie. Et
c'est des discussions de café du commerce. Prévisible, c'était prévisible cette motion oui, je savais bien de censure qu'elle allait être avortée, qu'ils allaient se chamailler, qu'ils allaient se taper dessus à la première occasion, parce qu'il y a des gens dans l'opposition, beaucoup d'animosité de personnes, les leaders, les personnes ne s'aiment pas entre eux, et ils oublient qu'ils sont à la tête de partis. Et ce n'est pas un débat de personnes, c'est un débat de conviction et d'idées. Rachid Boufous, écrivain, observateur politique, Petites et grandes histoires du Maroc, tome 2. C'est des nouvelles chroniques rafraîchissantes, parce que même si on revisite le passé, c'est aussi rafraîchissant de se replonger, de faire une immersion dans ce tome 2. Petites et grandes histoires du Maroc, disponible dans toutes les librairies du pays. Et à Marjan aussi, dans tous les centres commerciaux, dans toutes les librairies, les bonnes librairies. Et j'invite les Marocains de 7 à 97 ans de lire ces ouvrages. Pourquoi? Parce que c'est une introduction à l'histoire du Maroc. C'est l'histoire qu'on aimerait raconter à ses enfants. C'est l'histoire qu'on n'a pas apprise à l'école, mais qui est là. C'est aussi l'histoire qu'on nous a enseignée, mais qui a été faite sous un angle politique. Moi, j'aurais écrit. C'est l'histoire authentique avec vous. Moi, j'écris l'histoire authentique avec des références qui sont inscrites dans le livre. C'est un livre qui est subventionné par le ministère de la Culture. Donc, ça prouve l'intérêt qu'aujourd'hui que le ministère a éprouvé par rapport à mes livres. Aujourd'hui, ce sont des best-sellers au Maroc. Alhamdoulilah. Et je leur espère une longue vie. Vous faites référence aux motions de censure qu'il y a eu précédemment en 64 et en 90 ou pas du tout? Dans le petit des grandes histoires du Maroc, non? Non, parce que je parle du Maroc jusqu'aux années 40-50, parce qu'après, c'est polémique. Et je me refuse justement, je me censure en quelque sorte. Ni polémique, ni polémiste, Rachid Boufous. Tout à fait. Merci infiniment à vous en tout cas, et d'avoir participé à cette émission de débat 7e sens. Censé, mais d'ailleurs je pense que ça a été le cas, donner du sens au sens, parce que c'est pas forcément facile aujourd'hui dans un Maroc, un monde et un Maroc un peu complexe, compliqué en tout cas à lire et à comprendre, de pouvoir aussi prendre du temps et le temps nécessaire pour pouvoir décrypter aussi les choses et passer du lilliputien en matière de réalité et d'ambition politique à ces grands enjeux macro qui sont devant nous et que nous devons aborder aussi avec liberté et responsabilité. Merci infiniment à vous, Rachid Boufous, et à très bientôt. Merci. 7e sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.